Si vos parents sévères devenaient un jour de véritables meurtriers, que feriez-vous? Partout dans le monde, des parents ont été pris d'une envie incontrôlable de tuer leurs enfants. Et rien ne peut les faire revenir à la raison. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre vos parents détraqués dans Mum and Dad. Cette adolescente va être la seule à pouvoir sauver la vie de son frère. Cette fille, Carly, flirte avec son petit ami Damon et commence à planifier un rendez-vous pour plus tard dans la journée. Mais elle est interrompue par son petit frère qui fait irruption dans la chambre, en disant à sa sœur de descendre. Elle descend prendre son petit déjeuner avec le reste de la famille et demande à ses parents si elle peut aller au cinéma avec son petit ami. Mais tous les deux lui disent qu'elle ne peut pas. Ses deux parents désapprouvent le fait qu'elle sorte avec lui. Et sa mère rappelle à Carly qu'elle doit être à la maison ce soir-là parce que ses grands-parents viendront dîner avec eux. L'adolescente tente de s'y opposer et finit par abandonner, mais pas avant d'avoir montré à ses parents un peu d'insolence. Plus tard, la mère de Carly la conduit à l'école et tente de lui parler. Elle aimerait que la jeune fille s'ouvre à elle pour une fois, et elle veut se rapprocher de Carly, mais l'adolescente s'en fout. Elle a maintenant sa propre vie et ses amis, mais elle ne se doute pas que ses parents vont la traquer. À la maison, Brent, le père de Carly, joue avec son fils, et même s'il le chatouille un peu brutalement, le garçon s'amuse. La femme de ménage de la famille est dans la cuisine avec sa fille, et le père lui dit qu'il va partir au travail. En disant au revoir à son fils, il sort de la maison et le laisse seul avec elle. Le garçon, Josh, continue à jouer, et il court dans la maison avec son jouet hélicoptère, pendant que la femme de ménage et sa fille continuent à travailler dans la cuisine. Alors qu'il fait le tour de la pièce, l'écran de la mini-télé devient soudain gris, et la femme commence à jeter un regard noir à sa fille. Mais Josh laisse tomber son jouet quand il aperçoit la porte du garage, et il se met à se remémorer un souvenir traumatisant. Un jour, il avait vu des oiseaux picorer un animal blessé, et il les avait fait fuir pour pouvoir sauver la créature. Il avait caché l'animal dans une boîte à chaussures, puis l'avait gardé dans la voiture de sport de son père en essayant de le soigner. Mais il avait ensuite découvert que l'animal était mort. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte du garage s'était ouverte et Josh s'était enfui pour se cacher. Son père était entré dans le garage et était furieux de découvrir le corps de l'animal dans sa précieuse voiture. Josh s'était caché sous son lit tout en écoutant ses parents dans l'autre pièce se disputer au sujet de la chère voiture de sport de Brent et de l'animal mort qu'il avait osé laisser à l'intérieur. Soudain, le garçon revient à la réalité en entendant sa gouvernante qui est en train de brutalement matraquer sa propre fille juste devant lui. Et ça marque le début d'un vrai massacre. Ok, c'est terrifiant. Compte tenu du changement soudain de comportement de la femme, il est clair que quelque chose de bien plus grave est en train de se produire. Josh était à la maison avec la femme de ménage et sa fille pendant tout ce temps. Il dispose donc de toutes les informations nécessaires pour reconstituer le puzzle. Josh aurait dû se rendre compte que la femme n'avait pas crié et ne s'était pas disputée avec sa fille avant de la tuer, puisqu'elle s'entendait bien il y a quelques minutes à peine. Ça signifie que la femme n'était pas motivée par une envie de se battre et n'avait même pas eu une seconde de colère. Il est aussi évident qu'elle n'avait pas planifié son geste, parce que la femme de ménage a utilisé le marteau de viande, l'arme la plus proche d'elle. Elle aurait également eu de nombreuses occasions de tuer sa fille dans l'intimité de leur propre maison si elle l'avait voulu. Commettre un meurtre devant un témoin dans la maison de quelqu'un d'autre est une très mauvaise idée. Ça signifie que quelque chose dans la pièce a complètement altéré la perception de la réalité de cette femme et l'a poussée à tuer sa fille. Si c'était moi, je chercherais immédiatement la cause première de cette situation. Un produit chimique dans la nourriture serait mon premier suspect, puisque la femme préparait un repas juste avant de craquer. Mais en y regardant de plus près, c'est en fait très peu probable. Comme n'importe quel autre produit d'épicerie, ces ingrédients proviennent d'un supermarché ordinaire et se trouvent dans la cuisine de la famille depuis un certain temps. La femme de ménage a également cuisiné avec ces ingrédients toute la matinée, même quand toute la famille était à la maison, et elle a elle-même mangé la nourriture. Pourtant, personne d'autre ne s'est comporté différemment. Toutes les autres causes étant écartées, Josh aurait dû se rendre compte que l'étrange écran gris qu'il a vu apparaître derrière la femme de ménage était le véritable coupable. Non seulement elle s'est figée instantanément, mais c'était aussi le seul moment de la matinée qui sortait de l'ordinaire. Le son et l'image des programmes télévisés sont transmis dans l'air sous la forme de signaux tels que les ondes radio. Toutes les maisons de ce quartier sont équipées d'antennes paraboliques sur leur toit qui reçoivent ces signaux, lesquels sont ensuite acheminés vers un point comme la télé. Sur le long terme, Josh pourrait dire à la police ou à sa sœur aînée ce qu'il sait, et ils pourront faire pression pour qu'un plan soit mis en place afin de découvrir la source de l'écran gris meurtrier en enquêtant sur les chaînes de télévision locales ou nationales. Une fois sur place, la priorité pourrait être de détruire ou de mettre hors service la tour de transmission, ou tout équipement facilitant les transmissions par satellite. Ainsi, la cause première de la folie de la gouvernante serait stoppée et ne pourrait plus être diffusée sur les écrans de télévision du pays. Pour l'heure, Josh doit s'éloigner de la gouvernante et de sa maison, et trouver un endroit où il n'y aura probablement personne qui aura déjà regardé l'écran. Sa meilleure chance serait de trouver la maison vide d'un voisin et de s'y introduire. Comme c'est un jour d'école, il n'y aura sûrement personne dans la maison qui aurait pu voir l'écran gris, et il pourrait casser tous les écrans capables de diffuser des signaux et se cacher là pour la journée jusqu'à ce que la police s'occupe de l'affaire.
La mère, Kendall, est à un cours d'aérobic avec d'autres mères. Leur instructeur pervers reluque ouvertement ses élèves, mais l'amie de la femme ne semble pas s'en plaindre. Après le cours, elle prend un café avec son amie blonde, Jenna. La femme commence à se plaindre que, quoi qu'elle fasse, elles auront toujours l'air affreuses. Tout le monde vieillit, et Jenna est devenue amère à cause de la jeunesse de sa propre fille. C'est alors que la mère se rend compte qu'il lui manque de l'argent, et son amie est certaine que la fille de Kendall le lui a volé. Mais la femme reste sceptique. À l'école, Carly se maquille avec son amie Riley, la fille de la blonde, qui commence à se plaindre que ses parents ne lui donnent jamais assez d'argent pour satisfaire ses besoins. Une autre fille se précipite dans les toilettes, et Carly lui remet une liasse de billets en échange de substances illicites. C'est pour ça que la fille a volé de l'argent à sa propre mère. C'est à ce moment-là qu'une alarme se déclenche. Quelque chose d'étrange est en train de se produire. Elles sortent des toilettes et suivent une foule d'autres élèves. À l'extérieur, la foule trouve un grand groupe de parents qui attendent aux portes et demandent à leurs enfants de venir vers eux. Certains vont même jusqu'à escalader la clôture et doivent être maîtrisés par la police. Carly ne voit pas ses parents et n'a aucune idée de ce qui se passe. Même les profs semblent désorientés. Ils savent qu'il n'y a pas de raison valable pour que les élèves quittent l'école plus tôt, et ils font de leur mieux pour retenir les adultes. Voyant sa mère, ce garçon se libère de son prof et court vers elle. Il escalade la clôture et la femme le traîne hors de l'enceinte de l'école. Mais soudain, elle sort ses clés pointues et poignarde son fils avec. C'est terrifiant. Les parents commencent à entrer dans l'école en se comportant comme de véritables animaux. Les élèves s'enfuient tous en panique, et Carly sort de la meute avec son amie Riley, qui insiste pour qu'elle se dirige vers sa voiture. Le chaos est total. Les parents s'emparent de toutes les armes qu'ils peuvent trouver et commencent à assassiner brutalement leurs enfants. Les agents de sécurité tentent de les repousser, mais il y a trop de parents assoiffés de sang. Les deux filles atteignent le parking, mais aperçoivent un groupe d'adultes qui foncent sur elles. Elles ferment les yeux, s'attendent au pire, mais Carly est stupéfaite de voir que les adultes passent à côté d'elle sans faire attention à elle. Ok, Carly a survécu cette fois-ci, mais par pure chance. Elle devrait être beaucoup plus vigilante pour survivre à la journée cauchemardesque qui l'attend. Si elle avait remarqué les nombreux signes autour d'elle, elle aurait pu voir bien plus tôt que les parents étaient le vrai danger, et qu'elle aurait dû prendre ses jambes à son cou. Une évacuation de cette envergure ne se produit généralement qu'en cas d'exercice de routine ou d'urgence grave. Carly aurait dû se rendre compte qu'il s'agissait de toute autre chose, parce que les élèves n'ont jamais été informés d'un exercice pour ce jour-là, et en jetant un coup d'œil autour d'elle, elle aurait constaté qu'il n'y avait aucun signe de fumée ou même d'élèves paniqués venant de l'intérieur de l'école. En observant les adultes aux portes, elle aurait également dû remarquer que les enseignants et la police n'étaient pas du tout du même côté de la clôture que les parents. Ces figures d'autorité sont visiblement calmes et rationnelles, alors que les parents agissent de manière tout à fait anormale, en se rendant en meute à l'école bien avant l'heure prévue pour récupérer leurs enfants. Ils enfreignent même carrément la loi en escaladant la clôture et en se battant avec la police. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'aucun des parents n'est capable d'expliquer de manière cohérente pourquoi leurs enfants doivent venir à eux à cette heure-là. En cas d'alerte à la bombe ou autre catastrophe par exemple, les parents auraient pu juste dire facilement « Sors de là, il y a une bombe dans l'école ». Le fait qu'ils se contentent de demander à leurs enfants de venir les rejoindre montre clairement que quelque chose ne va pas dans leur tête et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Cela dit, Carly aurait dû prendre son amie et retourner à l'école en courant. Les parents n'avaient pas l'air de vouloir prendre d'assaut l'établissement, ils voulaient juste retrouver leurs enfants. Donc personne ne les poursuivra. Le bâtiment est aussi très grand, et il y a de nombreuses pièces dans lesquelles elles auraient pu s'enfermer et se barricader avec des meubles. Comme il s'agit d'une école, il devrait y avoir beaucoup d'équipements tels que des ordinateurs ou des téléphones. Et ça leur permettrait d'appeler à l'aide ou de faire des recherches sur ce qui se passe. En utilisant un ordinateur dans la salle des profs ou en demandant à un élève de lui prêter son téléphone, Carly aurait pu regarder rapidement les informations locales. Un changement de comportement collectif affectant les parents de toute la région qui les a obligés à quitter leurs bureaux respectifs pour venir chercher leurs enfants en plein milieu de la journée, ça pourrait être le signe qu'ils ont été pris d'une hystérie collective à la suite d'une nouvelle largement diffusée ou d'une rumeur qui se serait répandue trop vite. Si Carly avait pensé à vérifier les informations, elle aurait pu évaluer rapidement si c'était bien le cas. Au pire, un événement d'une telle ampleur dont un bon nombre de gens ont entendu parler a toutes les chances d'être rapporté, et elle pourrait en apprendre davantage. Pendant ce temps, Damon, le petit ami de Carly, rentre chez lui après avoir passé son examen, et il trouve son père ivre-mort sur le canapé, la télé allumée. L'adolescent a du mal à cacher sa déception, alors qu'il commence à nettoyer le désordre de son père. Mais alors qu'il sort les poubelles, Damon entend ce qui ressemble au son d'un animal qui agonise. Il regarde autour de lui, mais il ne voit que les lignes électriques qui relient les maisons et les antennes paraboliques sur les toits. En retournant à l'intérieur, Damon découvre que son père n'est plus sur le canapé et que l'écran de la télé est devenu gris, étrangement. Tout à coup, l'homme âgé surgit de derrière Damon et lui assène un coup de poing sur le visage. L'adolescent supplie l'homme d'arrêter, sachant à quel point il peut être cruel, mais son père l'ignore. Il casse une bouteille de verre contre une table et commence à s'approcher de lui avec les restes fracassés dans la main. L'homme lui écorche le bras et l'adolescent s'enfuit en poussant la table vers son père. Celui-ci perd l'équilibre et tombe accidentellement sur la bouteille brisée. Le verre lui transperce le cou et Damon est en état de choc. Il essaie de l'aider, mais son père tente encore de lui faire du mal,
jusqu'à ce que l'homme finisse par se vider de son sang. Ça fait une victime à terre, et il en reste 8. De l'autre côté de la ville, Kendall est dans sa voiture et elle vérifie à nouveau son sac à main. Elle réalise que sa fille a vraiment dû lui voler de l'argent pendant qu'elle avait les yeux tournés. C'est alors qu'elle se souvient d'avoir rencontré un vieil ami il y a quelque temps pour lui demander un emploi, et que celui-ci lui avait dit qu'il n'avait plus confiance en ses compétences, parce qu'elle était mère à plein temps depuis un bon moment déjà. La femme fond en larmes, se sentant écrasée par ses responsabilités et réalisant qu'elle ne peut même pas faire confiance à ses propres enfants. Kendall est interrompue par un appel et apprend que sa sœur est en train d'accoucher. Pendant ce temps, Carly et Riley se rendent au domicile de Riley. L'endroit semble vide, mais la jeune fille remarque plusieurs bouteilles ouvertes laissées dans la cuisine, et il est clair que quelqu'un a utilisé le mixeur très récemment. Curieuse, l'amie monte à l'étage, tandis que Carly allume la télé. Elle voit aux infos que des parents tuent leurs enfants dans tout le pays. C'est terrifiant, et la jeune fille se rend compte qu'elle est en grand danger, et que même les personnes en qui elle a confiance peuvent être une menace. Carly se rend compte que son amie est devenue silencieuse, et elle monte à l'étage pour la chercher. Dans la chambre, elle voit Jenna en train d'étrangler sa propre fille. Et dès que la femme se rend compte de la présence de Carly, elle la salue comme si de rien n'était. Ça fait 2 victimes à terre, et il en reste 7. Ok, aussi bizarre que ça puisse paraître, Carly devrait se sentir soulagée de ce qui vient de se passer. Elle a vu de ses propres yeux que les parents de son école et la mère de son amie ne s'en prenaient qu'à leurs propres enfants, et ils ignorent complètement les autres. Avec ces adultes qui agissent tous de manière irrationnelle, il n'y a aucune raison de penser que ses propres parents seraient différents. Ça signifie qu'il n'y a que 2 personnes dans tout le pays qui représentent une menace directe pour Carly en ce moment, ses propres parents. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'est à proximité, et ils n'ont en fait aucune idée de l'endroit où se trouve Carly, ni de la manière pour la trouver. C'est une occasion en or que Carly ne devrait pas gâcher. Elle devrait immédiatement passer en mode survie avec pour seul objectif d'éviter ses parents à tout prix, jusqu'à ce qu'ils soient guéris ou morts. La première chose que Carly devrait faire est de s'assurer que toutes les applications de traçage que ses parents ont installées sur son téléphone soient supprimées. Si elle a réussi à récupérer son téléphone avant de s'échapper de l'école, le mettre en mode avion ou même le réduire en miettes pourrait marcher. Mais un plan plus astucieux consisterait juste à le donner à un inconnu rencontré dans la rue. Ainsi, tous ceux qui la suivent à la trace seraient pris au dépourvu pendant des heures, ce qui lui laisserait plus de temps pour s'échapper. Carly pourrait également profiter de l'occasion pour s'emparer du téléphone de son amie à la place. Après tout, elle approuverait probablement. Connaissant l'adolescente décédée, elle serait sûrement la première à dire « Vous ne pourrez prendre mon téléphone que sur mon cadavre ». Si c'était moi, j'éviterais de rendre visite à mon petit ami, à ma famille ou à toute autre personne avec qui j'ai des liens que mes parents pourraient connaître. Ce sont les premiers endroits où ils penseront à me chercher. Ça signifie aussi qu'il est hors de question de rentrer chez moi et qu'essayer de voir mon petit frère est tout simplement un trop grand risque à prendre. Ça fait maintenant des heures que ça dure. Le garçon est donc peut-être déjà mort ou en fuite. Malheureusement, les chances de le retrouver et de le sauver sont bien trop faibles si je pars à sa recherche. Avant de quitter la maison de son ami, Carly peut prendre quelques minutes pour rassembler rapidement les provisions dont elle aura besoin pour tenir le coup pendant les 2 prochaines semaines. La maison est somptueuse et il est probable que de nombreux objets de valeur y traînent. La seule autre occupante est plus préoccupée à s'assurer que sa fille est bien morte que par ce que fait Carly. Elle est donc libre de prendre tout ce qu'elle veut. Les tables de chevet seraient le meilleur moyen de trouver de l'argent liquide. Et les commodes seraient les meilleurs endroits pour trouver des bijoux que Carly pourrait vendre ou troquer. Si elle trouve des cartes de crédit, elle pourra aussi les utiliser jusqu'à la limite de cette riche famille avant de devoir recourir à l'argent liquide. Une fois qu'elle aura tout ce qu'il lui faut, Carly pourrait partir, prête à affronter quelques semaines en se cachant dans des motels à travers le pays, si nécessaire. À son arrivée à l'hôpital, Kendall se retrouve dans un lieu en plein chaos, et elle regarde un reportage mettant en garde contre l'hystérie meurtrière que traversent les parents. C'est alors que la sœur de la femme l'appelle et qu'elle se dirige vers la salle d'accouchement. La sœur de Kendall lutte contre la douleur, puis donne naissance à une petite fille en bonne santé. Tout le monde est ravi que les choses se soient bien passées, et l'enfant est remis à la femme. Cette dernière se soucie manifestement de son enfant et n'arrête pas de lui sourire et de jouer avec lui. Mais soudain, l'écran du moniteur devient gris lui aussi. Le comportement de la mère change immédiatement, et Kendall se rend compte qu'elle tient son bébé trop fort. Les membres du personnel maintiennent la sœur dans le lit et Kendall parvient à lui arracher l'enfant. Mais la sœur n'abandonne pas. Elle sort du lit et s'approche de Kendall, déterminée à tuer son enfant. Une fois sa sœur maîtrisée, la mère s'occupe de sa nièce quand un médecin arrive et lui explique qu'ils vont éloigner le bébé pour le protéger. Personne ne peut comprendre ce qui pousse les parents à agir de la sorte, et c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire. À contre-cœur, elle leur confie le bébé et rentre chez elle, en passant devant un groupe de pères qui regardent méchamment leurs enfants nouvellement nés. Même les bébés ne semblent pas à l'abri, et si aucun remède n'est trouvé, l'humanité entière pourrait s'éteindre. Pendant ce temps, Carly rentre chez elle en courant, elle trébuche et tombe par terre. En se relevant, elle voit un homme tenant une batte de baseball tachée de sang et hurle de terreur. Elle se précipite pour s'enfuir, mais Damon la trouve et la calme, rassurant sa petite amie sur le fait que l'homme ne s'intéresse pas à elle.
En regardant en arrière, elle voit l'homme prendre son courrier tranquillement, mais il ne fait rien de menaçant contre le couple. Les survivants élaborent alors un plan pour aller chercher le petit frère de la jeune fille et partir ensemble avant que ses parents ne puissent les rejoindre. En arrivant chez elle, ils remarquent que la femme de ménage est dans la cuisine, mais en s'approchant, ils voient qu'elle est en train d'éponger du sang. Terrifiée, Carly lui crie de rentrer chez elle, et elle monte rapidement à l'étage pour retrouver son petit frère. Après que la femme soit partie pour la journée, le petit ami voit un reportage sur un père qui a récemment tué ses enfants. L'homme interviewé sait que ce qui s'est passé est terrible, mais il admet que ça lui a fait du bien d'avoir tué ses enfants. Ok, dans le chaos, le personnel de la salle d'accouchement est passé à côté d'un énorme indice. Quelques instants avant que la sœur de Kendall ne commence à écraser son bébé, le moniteur montrant les signes vitaux du bébé a affiché l'écran gris meurtrier. Contrairement aux écrans de télévision qui reçoivent des ondes radio ou des signaux satellites, ce moniteur de signes vitaux fonctionne plutôt grâce à un système interne avec des récepteurs reliés à la nouvelle mère qui détectent ces signes vitaux et transmettent les signaux directement au moniteur par le biais de simples câbles. Ça signifie que le blocage des signaux de télévision et la destruction des antennes paraboliques réceptrices ne suffiront pas à empêcher le virus des écrans gris de pénétrer dans les maisons. Quelle que soit la cause de ces écrans gris qui provoquent ces meurtres de masse, ça peut voyager à travers les ondes pour affecter la télé, mais aussi à travers les signaux électriques comme ça vient de se passer dans la chambre d'hôpital. Une chose encore plus effrayante que les membres du personnel auraient pu remarquer aussi était que l'écran gris meurtrier a montré des signes d'intelligence humaine, parce qu'il a attendu le moment idéal pour se manifester devant la nouvelle mère. Le travail actif de l'accouchement dure en moyenne entre 4 et 8 heures, donc il est probable que la pauvre femme ait été dans la salle d'accouchement près du moniteur pendant des heures avant de donner naissance à son bébé. Elle se comportait également de façon normale et elle tenait son bébé avec amour juste après qu'il soit né. Ce qui veut dire que, qui que ce soit ou quoi qui se cache derrière ces écrans gris, il est capable de voir et comprendre ce qu'est le déroulement d'un accouchement et aussi de demeurer inactif jusqu'à ce que la mère accouche et tienne son bébé dans ses bras. Même si on ne parvient pas à trouver un remède, il y a encore de l'espoir. Comme Damon l'a vu dans cette interview avec un père infecté par l'instinct meurtrier, les parents touchés ne sont pas totalement perdus. Cet homme a continué d'être conscient et rationnel, affirmant que ce qu'il a fait est terrible, mais qu'il n'arrivait pas à le ressentir. Il semble que les parents ne soient complètement envahis par l'instinct meurtrier que lorsqu'ils sont à proximité de leurs enfants, et qu'ils peuvent tout de même rester des membres fonctionnels de la société. Même si elle a été affectée par l'écran gris de l'hôpital, Kendall n'a pas été immédiatement prise par l'envie de se battre contre ses enfants. En fait, elle s'est même battue contre sa sœur pour protéger sa nièce. Et elle est restée à l'hôpital jusqu'à ce que le médecin emmène le bébé. Si les scientifiques parviennent à identifier la cause et à trouver un remède, ses parents pourront continuer à travailler tout en étant exposés aux écrans gris, à condition qu'ils soient tenus à l'écart de leurs enfants. Un moyen structuré pour la société de s'adapter à l'infection de tous les parents est d'identifier le nombre et l'âge des enfants de chaque famille et de les associer à une famille similaire à l'autre bout du pays. L'État pourrait alors échanger la garde des enfants entre les familles, de sorte que chaque famille élève les enfants de l'autre. Les femmes enceintes pourraient être jumelées de la même manière, afin qu'elles puissent échanger les enfants à la naissance, garantissant ainsi que tous les parents continueront à élever des enfants qu'ils n'auront pas envie de tuer. Le père Brent rentre et surprend Damon dans sa maison. L'homme est agité et se lance dans un discours sur le fait que les enfants de nos jours ont des mœurs trop légères à son goût. Dans la chambre, Carly trouve son frère caché sous son lit, mais il est mort de peur et ne veut pas sortir. Sa sœur lui dit qu'ils doivent partir sans se faire repérer, et elle descend avec l'enfant. Mais c'était sa plus grosse erreur. Le garçon appelle son père, et celui-ci est furieux en le voyant. Il est déterminé à tuer ses enfants et se précipite vers eux. Damon tente de l'arrêter, mais l'homme jette l'adolescent au sol et l'assomme. Carly et Josh s'enfuient pour sauver leur vie, tandis que leur père les poursuit à travers la maison dans un élan meurtrier. Juste avant de pouvoir les coincer, l'homme glisse sur un des jouets de son fils et s'écroule sur le sol, s'assommant lui-même. Saisissant leur chance, Carly et Josh s'enferment dans la cave. Puis, ils voient une table de billard qui a été mise en pièces. Le mal a été fait 3 semaines plus tôt, quand leur père a exprimé pour la première fois son ressentiment à leur égard. Ce jour-là, Brent avait acheté une table de billard et l'avait assemblée lui-même. Quand sa femme l'avait vue, elle n'était pas contente et avait pensé qu'il faisait sa crise de la quarantaine. L'homme lui avait alors expliqué qu'il l'avait construite pour eux, afin que les adultes puissent avoir leur propre espace au sous-sol, loin du désordre créé par leurs enfants. Rien que le fait de parler de ça avait fait perdre son calme à Brent. Et l'homme était devenu de plus en plus déséquilibré. Il avait pris une masse et avait réduit la table en pièces. C'est terrifiant. Et il devient clair que l'homme était déjà plein de rage envers ses enfants et était à bout bien avant que tous les parents du pays deviennent complètement cinglés. Il était furieux de constater que l'adolescent insouciant qu'il était autrefois aurait été déçu de voir le père ennuyeux qu'il était devenu. Bizarrement, Kendall n'était pas effrayée par les frasques de Brent. Elle avait même compati et avait révélé qu'elle aussi autrefois avait de grands rêves pour sa vie et pour sa carrière.
Elle avait mis en évidence que même si elle avait prévu de fonder une famille et d'avoir des enfants, ça ne s'était finalement pas passé du tout comme elle l'avait prévu. Elle n'avait jamais pensé qu'être parent allait prendre le dessus sur sa vie de cette façon. Le couple était alors resté assis, impuissant, prêt à accepter le fait qu'il ne serait à jamais rien d'autre qu'un papa et une maman. Pendant ce temps, Kendall rentre chez elle à toute allure alors qu'un message radio conseille aux parents de ne pas rentrer chez eux pour retrouver leurs enfants. Mais la mère s'en fout. Elle refuse de faire demi-tour et entre dans sa maison où elle trouve son mari inconscient dans la cuisine. Elle le réveille et ils décident de collaborer pour faire sortir leurs enfants du sous-sol. S'approchant de la porte, elle leur demande de l'ouvrir. Mais Carly refuse de les laisser entrer. Ça rend leur père furieux et il frappe à la porte en exigeant que les enfants ouvrent. Ok, Carly et Josh viennent de faire une grosse erreur. Avant même d'aller au sous-sol, ils ont vu que Brent s'était assommé et que leur mère n'était nulle part dans la maison. S'enfermer dans la cave était la pire chose qu'ils pouvaient faire. Pour ajouter à cette erreur stupide, ils n'élaborent aucun plan d'évasion et passent tout le temps assis près de la porte à pleurer. Bien qu'il soit compréhensible d'être affecté par le fait que leurs parents essaient de les tuer, Carly aurait au moins dû penser à des moyens de protéger activement son petit frère d'eux. Le fait de rester assis et de ne rien faire dans la cave donne à leur père le temps de reprendre conscience et à leur mère le temps de rentrer à la maison, les laissant pris au piège alors que les deux adultes sont de nouveau en pleine possession de leurs moyens. Au lieu de se cacher et de s'enfermer, Carly aurait pu utiliser une poêle dans la cuisine ou une de ses lampes pour frapper son père à la tête alors qu'il était allongé au sol, et s'assurer qu'il soit assommé pour de bon. Après ça, ils auraient pu prendre ce dont ils avaient besoin et quitter la maison. Ça signifie qu'ils doivent laisser Damon derrière eux, mais comme il n'est pas le fils de Brent, il n'est pas en danger. Carly aura toujours son numéro de téléphone et pourra l'appeler quelques heures plus tard pour vérifier s'il a repris conscience et arranger un rendez-vous. S'ils voulaient essayer de le guérir, Carly et Josh auraient pu attacher les mains et les jambes de leur père avec les vêtements ou les ficelles qu'ils pouvaient trouver dans la maison, pour s'assurer qu'il ne représentera pas une menace, même s'il devait se réveiller trop tôt. Et après, ils auraient pu attendre qu'il se réveille pour essayer de le raisonner. La priorité ici serait de découvrir le processus de fonctionnement qui l'amène à vouloir tuer ses enfants, et si la croyance sous-jacente à l'origine de ses pensées meurtrières peut être éliminée. Dans le règne animal, les truies tuent parfois leurs petits en adoptant un comportement appelé savaging. Des recherches ont montré que ce comportement est différent d'une population de porcs à l'autre, et qu'il est influencé par plusieurs facteurs liés à l'environnement. Une étude menée par une université canadienne a permis de découvrir que le savaging est plus fréquent quand les porcs sont exposés à des sons perturbateurs, mais qu'il diminue lorsqu'ils sont exposés à une lumière constante. Ça montre que des facteurs externes contrôlables peuvent être utilisés pour réduire ce type de comportement. Quand Brent était en pleine crise et qu'il n'était peut-être pas en mesure de déterminer la cause de ses intentions meurtrières, Carly aurait peut-être pu chercher des indices sur les facteurs qui le dérangent ou le calment. Si son père était motivé par les mêmes facteurs que le savaging pour les porcs, il pourrait être perturbé par des bruits forts, mais pourrait se calmer si on le laissait se reposer dans une pièce lumineuse pendant un certain temps. Ce type d'étude que Carly pourrait essayer serait essentiel pour inverser les effets de cette journée, parce qu'il nous indiquerait quels facteurs environnementaux nous pourrions utiliser pour reconditionner les parents afin qu'ils n'attaquent pas leurs enfants. Kendall se rend compte que ses enfants ne vont pas ouvrir la porte du sous-sol, et elle a une idée. Elle prend une scie électrique et commence à couper le bois autour de la serrure. N'ayant pas d'autre choix, Josh sort l'arme qu'il a volée à son père et tire à travers la porte. La balle atteint sa mère et la blesse au bras, ce qui ne fait qu'accroître sa colère. La femme reproche à son mari d'avoir une arme dans la maison et d'avoir eu l'imprudence d'utiliser la date de naissance de Josh comme code de déverrouillage de son coffre. Les adultes se rendent dans la salle de bain où Brent verse de l'alcool sur la blessure de sa femme et la panse. Carly et son frère entendent la mère crier de douleur depuis le sous-sol. Le garçon a peur, mais Carly le rassure en lui disant qu'elle va trouver une solution pour les sortir de ce pétrin. À l'étage, Kendall a un joli bandage et elle élabore un nouveau plan avec son mari. Ils poussent la cuisinière et débranchent la conduite de gaz. Ils utilisent ensuite un tuyau d'arrosage qu'ils ont pris dans la cour, et Brent l'attache à la valve de gaz avec du ruban adhésif. Kendall prend l'autre extrémité du tuyau et retourne dans le jardin. Elle sent une odeur nauséabonde depuis les poubelles et constate que la femme de ménage y a jeté le corps de sa fille. Poursuivant sa mission, la femme défait la moustiquaire de la fenêtre du sous-sol et introduit le bout du tuyau à l'intérieur. Elle scelle ensuite le trou avec du ruban adhésif avant d'empiler de la terre sur la fenêtre en la tassant fermement pour que l'ouverture devienne étanche. Brent allume le gaz depuis la cuisine avec l'intention de tuer ses enfants en injectant du gaz dans le sous-sol. En bas, Carly et Josh remarquent que leurs parents sont devenus silencieux depuis un certain temps. En s'approchant de la porte, ils voient leur mère colmater les trous dans le bois avec du ruban adhésif. Carly touche le ruban adhésif avec son doigt, mais elle recule rapidement quand sa mère tente de la poignarder à travers la porte. N'ayant pas d'autre choix, elle prend son frère et retourne au sous-sol. Ce soir-là, Josh est affaibli et commence à tousser. Carly rassure à nouveau son frère en lui disant que tout ira bien, et elle regarde autour d'elle pour trouver un moyen de les sauver. En explorant davantage le sous-sol, elle aperçoit de grands conduits d'aération qui courent sous le plafond, au niveau d'une bouche d'aération située au coin. L'adolescente enlève le revêtement et voit qu'il y a un grand vide sanitaire derrière qui débouche vers la pièce du fond. Carly trouve aussi une boîte d'allumettes et du ruban adhésif, mais le temps presse.
À l'étage, les adultes entendent tousser et s'excitent. Ils savent que leurs enfants ressentent les effets du gaz et ils décident que c'est le moment de frapper. Ok, ces enfants sont de parfaits abrutis. Ce sous-sol est probablement rempli d'outils utiles, y compris la masse que leur père a utilisée pour casser la table de billard, qui est juste devant eux. Au lieu de laisser autant de temps à leurs parents pour mettre au point le plan pour les tuer avec du gaz, ils auraient dû chercher à s'échapper du sous-sol dès qu'ils s'y sont enfermés pour la première fois. Cette fenêtre a une moustiquaire mal fixée, et elle est assez grande pour qu'ils puissent s'y glisser. Ils auraient pu la briser avec cette masse dès le début, et courir se mettre à l'abri pendant que leurs parents essayaient encore de déverrouiller la porte du sous-sol. Même maintenant, elle n'est bloquée que par 60 cm de terre, qui peuvent être dégagés avec un minimum de force. Si la fenêtre est trop petite pour que le petit garçon puisse y passer, ils peuvent au moins se débarrasser facilement du tuyau. Carly devrait savoir que le bout d'un tuyau d'arrosage n'a pas les rainures qui correspondent parfaitement à celles d'un robinet de gaz. Elle aurait donc dû se rendre compte que ses parents ont trouvé une méthode facile et improvisée pour fixer le tuyau au robinet. Dans cette optique, elle aurait pu tirer l'extrémité du tuyau qui s'enfonçait dans le sous-sol jusqu'à ce que l'ensemble se détache du robinet de gaz. Et en tirant tout le tuyau dans le sous-sol, elle aurait empêché papa et maman de retenter leur plan foireux. Si elle a de la chance et que ses parents n'entendent pas le tuyau se détacher, la maison principale pourrait même commencer à se remplir de gaz et étouffer les adultes pendant qu'ils attendent devant la porte du sous-sol. Un autre plan que Carly aurait pu essayer est de faire tomber la terre devant la fenêtre et de pousser le bout du tuyau vers l'extérieur, ce qui empêcherait la pièce de se remplir de gaz mortel. Carly et Josh pouvaient entendre leurs parents de l'autre côté de la porte du sous-sol. Ils savent donc que personne ne surveille le tuyau. Après avoir fait ça, ils auraient pu faire semblant d'avoir une quinte de tout avant de se taire. Les adultes auraient alors cru qu'ils seraient morts, et se sentant en confiance, les parents seraient venus vérifier leur travail. Si Josh faisait le mort près des escaliers, Carly, quant à elle, pourrait se cacher dans un coin sombre avec le pistolet, et leur tirer une balle dans la tête dans une embuscade surprise au moment où ils iraient voir Josh. Ce sera pas agréable de tuer ses propres parents, mais si ses parents ne peuvent pas être guéris, s'assurer de leur mort est le seul moyen pour Carly d'assurer sa sécurité et celle de son petit frère. Et si Carly et Josh ne voulaient vraiment pas recourir à la violence, le fait de faire tous les deux les morts pourrait peut-être aussi fonctionner. Carly a vu que d'autres parents ont tendance à partir et à vaquer à leurs occupations après avoir cru que leurs enfants avaient été tués. Josh et elle pourraient s'échapper de la maison une fois que leurs parents seront partis, après les avoir crus morts. Ayant une idée ingénieuse, Carly démonte la boîte d'allumettes et commence à construire quelque chose. Elle prend la bande d'allumage et la colle sur le sol, juste en dessous de la porte. L'adolescente colle également une rangée d'allumettes au bas de la porte et s'assure que leur tête touche le phosphore rouge de la bande d'allumage. Une fois le piège posé, Carly emmène son frère au fond de la cave et lui dit de grimper dans le conduit d'aération. En s'aventurant plus loin dans les conduits d'aération, Carly et Josh sortent du sous-sol et pénètrent dans le deuxième étage de la maison. Pendant ce temps, leur père scie la serrure de la porte et leur mère s'arme du marteau à viande. Ils pensent que leur plan a fonctionné, et Brent affiche à sa femme un sourire sinistre. En ouvrant la porte d'un coup sec, le frottement déclenche les allumettes et tout le gaz qui s'échappait du sous-sol prend feu. Une énorme boule de feu jaillit du sous-sol et projette Brent à l'autre bout de la pièce, alors que Kendall tombe au sol. Se remettant de l'explosion, la femme se rend compte que son mari est à nouveau inconscient, et elle part traquer ses enfants. C'est alors que Carly se faufile hors des conduits de l'étage, disant à son frère de rester caché, mais sa mère la repère immédiatement. La femme la poursuit et Carly parvient à entrer dans la chambre de ses parents juste à temps. Elle enferme la femme à l'extérieur et la fille se cache derrière une commode en sanglotant, tandis que sa mère se plaque contre la porte pour essayer de l'enfoncer. Dans un énorme fracas, la femme folle franchit la porte et attaque sa fille avec le marteau à viande. Elle s'agrippe à la jeune fille, mais Carly la mord au bras et parvient à s'enfuir. C'est alors que Damon monte à l'étage et se précipite pour aider sa petite amie. Entrant dans une chambre, ils essaient d'enfermer la femme dans un placard et de la piéger à l'intérieur. Mais ça ne marche pas longtemps. La femme se défend, blesse Damon avec un cintre et réussit à s'évader. L'adolescent se rétablit, mais Kendall l'attaque et le jette du haut du palier. Il atterrit au sol, assommé par l'impact. Les enfants descendent le voir et sont horrifiés de voir leur père s'approcher d'eux avec la scie électrique. Il est encore en vie, mais brûlé et assoiffé de sang. Les parents coincent leurs enfants dans la cuisine et Carly les supplie d'arrêter, s'excusant pour les difficultés qu'elle leur a données dans le passé. Mais ça ne marche pas. Les adultes s'avancent vers eux, tandis que Carly couvre les yeux de son frère, prête à accepter leur sort. Soudain, ils sont sauvés in extremis quand quelqu'un sonne à la porte. Ce sont les grands-parents qui viennent pour le dîner qu'ils avaient prévu avant que tout ça ne commence. Et Brent ouvre la porte pour saluer ses parents. Mais il est immédiatement aspergé avec une bombe au poivre par sa mère. Le grand-père sort un petit couteau et poignarde Brent à plusieurs reprises. Ces personnes âgées sont devenues cinglées elles aussi, et elles sont manifestement venues pour tuer leur fils. Ok, le piège à boule de feu de Carly était un coup de génie. Même si elle a raté plusieurs moyens évidents par lesquels Josh et elle auraient pu s'échapper du sous-sol, le piège a permis à ses parents d'être repoussés après que Josh et elle aient été hors de portée. Elle semble déterminée à tuer ses parents maintenant, puisque son piège aurait facilement pu être mortel.
Et si c'était ce à quoi elle pensait, elle aurait pu utiliser les allumettes de bien d'autres façons plus efficaces et plus mortelles. Carly aurait dû fouiller le sous-sol à la recherche de liquide inflammable, comme par exemple du diluant pour peinture. L'espace sous la porte du sous-sol est plus que suffisant pour permettre au liquide de s'écouler. Si c'était moi, je verserais lentement le diluant sous la porte et le laisserais s'écouler de l'autre côté. Je sais qu'il y a de la moquette épaisse juste de l'autre côté, qui absorbera rapidement une grande quantité de liquide inflammable. Je laisserai également une traînée de diluant de mon côté de la porte pour former une ligne d'allumage. Ensuite, j'utiliserai le ruban adhésif pour coller une allumette à l'extrémité de ce sentier. Et quand j'entendrai mes parents à l'autre bout de la porte, j'allumerai cette allumette. Ça nous donnerait quelques secondes pour courir nous cacher dans les bouches d'aération avant que les flammes ne brûlent l'allumette et n'enflamment le diluant sur le sol. Le feu suivrait la trace du liquide sous la porte et mettrait le feu à toute la moquette à l'extérieur et à toute personne se trouvant dessus, les réduisant tous en cendres. La visite des grands-parents de Carly est également une occasion en or. Ils ne sont peut-être pas venus avec des cadeaux, mais ils peuvent offrir quelque chose de bien plus précieux, de l'aide pour tuer papa. Avec Carly et les bulletins d'information qu'elle a vus, qui ne donnent clairement aucune piste pour guérir la folie, ses parents sont presque certainement une cause perdue. Il n'y a aucune raison pour que Carly et son frère veuillent épargner papa et maman plus longtemps. Et les tuer serait leur meilleure chance pour leur propre sécurité. Si c'était moi à la place de Carly, non seulement je donnerais à mon papy toute l'aide dont il aura besoin pour tuer mon père, mais j'essaierais aussi de trouver un moyen de retourner ces personnes âgées en colère contre ma mère. Nous n'avons aucune idée de la manière dont fonctionne ce lavage de cerveau. Et s'il se limite à l'envie de tuer les enfants biologiques, j'essaierai de rappeler à papy et mamie qu'en se mariant avec la famille, ma mère est devenue exactement comme une fille pour eux. Certes, c'est pas gagné, mais si nous parvenions à faire basculer quelque chose dans le cerveau des grands-parents et à les amener à considérer Kendall comme leur propre fille, ils se retourneront contre elle et nous aideront à l'éliminer elle aussi. Josh supplie son grand-père de ne pas tuer son père, mais Brent réagit avec colère et prend le garçon en chasse. Ce dernier s'enfuit, poursuivi par son père, tandis que son grand-père suit Brent avec l'intention de le poignarder à mort. Ils courent tous les trois vers le garage et Josh se cache dans la voiture de sport de son père, tandis que l'homme tente de s'introduire par la fenêtre, mais il n'y parvient pas. C'est alors que le grand-père surgit derrière lui et le poignarde brutalement dans les jambes. Josh s'enfuit rapidement et laisse les deux hommes se battre à l'intérieur de la voiture. Dans la cuisine, Kendall supplie sa belle-mère de ne pas faire de mal à son mari. Mais la vieille femme ne bouge pas et se moque de Kendall en disant qu'elle n'a jamais été assez bien pour son fils. Furieuse, Kendall lui asperge le visage avec la bombe, puis l'assomme et se retourne à nouveau vers Carly. Elle poursuit l'adolescente jusqu'à la pelouse et s'apprête à lui frapper la tête quand soudain, la vieille femme l'attrape par derrière. Kendall pousse la grand-mère dans l'allée. Au même moment, Brent n'arrive pas à se débarrasser de son père et démarre la voiture par désespoir. Il appuie sur l'accélérateur et fait marche arrière, fonçant sur la porte de garage. La voiture part en vrille, percute la grand-mère et la projette par-dessus le toit sous les yeux incrédules de Brent. La voiture finit par percuter le véhicule d'un voisin, et le choc projette le grand-père sur le capot où le vieil homme se fracasse le crâne. Ça fait 4 victimes à terre et il reste 5 survivants. Avec son mari assommé par l'accident et ses 2 beaux-parents morts, Kendall tente d'attaquer Carly à nouveau. Mais soudain, Damon revient et assomme la femme d'un coup de pelle au visage. Le lendemain, les parents se réveillent et découvrent qu'ils sont retenus dans les décombres du sous-sol de leur maison. En voyant leurs enfants, ils les saluent gentiment et leur assurent qu'ils ont changé. Sentant que quelque chose ne va pas, Carly refuse. Entendant qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut, Brent commence à crier et à se débattre violemment. Mais les fils qui lui lient les mains tiennent bon. Bouleversé de voir ses parents dans cet état, Josh se met à pleurer. Il leur dit qu'il les aime, et Carly dit qu'elle les aime aussi, en pleurant à son tour. Les parents regardent leurs enfants au cœur brisé, et ils affirment qu'ils les aiment profondément. Brent répète alors qu'il se soucie de ses enfants. Puis il commence à suer et à trembler de colère en criant qu'il le pousse parfois à l'extrême. Il leur apprend ainsi une leçon importante. Être parent, ça craint vraiment. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Mom and Dad? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!